On va enchaîner directement la première table ronde sur les délires, présidée par le professeur Hurtel avec Philippe Burwood qui modère. Et je vous demande d'avoir une indulgence particulière au docteur Alliot qui prend la parole en première parce qu'elle a quasiment une extinction de voix. Alors je ne sais pas comment elle va pouvoir nous présenter, mais enfin, en tout cas, soyez indulgents. Merci pour la présentation. Donc, bonjour à tous. Je suis ravi de voir combien le GHU attire et au moins s'agglomère en soi pour traiter de sujets importants. J'ai beaucoup aimé le thème de la journée autour des centres délirants. Ça fait partie des choses qui nous touchent tous, quelle que soit l'activité psychiatrique qu'on peut avoir. L'intérêt des attributs sur la psychose est déjà une forme d'hypothèse, puisque certes, on trouve dans les psychoses dissociatives des syndromes délirants, mais aussi maintenant dans les troubles de l'humeur, puisqu'on parlait avant de psychose maniaco-dépressive, voire dans les troubles de la personnalité, avec les personnalités borderline, dont on sait qu'on peut avoir des émergences psychotiques. Et donc finalement, les réorienter sur une organisation syndromique du syndrome délirant, dans une approche phénotypique très spécifique, peut-être tout à fait ouverte à débat, et c'était vraiment l'idée aujourd'hui. Mais alors, cherry on the cake, plutôt icing on the cake, je crois en anglais, c'est le trouble de la conscience. Et je vois là d'ailleurs toute l'originalité des auteurs qui ont organisé la journée, puisque vous n'êtes pas ici dans le GHU, et vous êtes à l'Institut de psychiatrie et neurosciences de Paris, à l'IPNP, et comme l'INSERM et l'hôpital SEM d'Amour, eh bien cette salle est partagée entre les deux instituts. Quoi de plus beau comme message que la clinique qui rejoint la recherche? Et donc cette approche-là de trouble de la conscience correspond typiquement à cet accord entre la clinique et la recherche. Voilà, après ces quelques envolées lyriques, je voudrais juste présenter mon co-animateur aujourd'hui, qui est Nicolas Hurtel, qui a une particularité, c'est que c'est mon ancien interne. Alors vous pouvez tout de suite voir pourquoi j'ai les cheveux blancs, parce qu'il y a un tout petit décalage entre les deux. Mais ça fait partie comme ça des petits gamins qu'on voit, on se dit « Oh, celui-là, là, oh, il a l'air de bien se débrouiller ». Alors maintenant, il est professeur à Corentin-Selton, à la PHP. Il fait des articles au niveau international et c'est le plaisir de vieillir, je dis ça parmi tous les petits jeunes dans l'Assemblée, de voir comme ça les petites pépites qui grandissent. Et c'est un plaisir pour moi de t'avoir à mes côtés aujourd'hui, Nicolas. Je te laisse maintenant introduire les trois orateurs. Merci. Je suis très touché. Un grand merci. En tout cas, aussi, je tenais aussi à féliciter donc le comité d'organisation pour le choix de la date, puisque aujourd'hui, certes, on fête le printemps, synonyme d'espoir, et en même temps une journée pour l'ONU, qui est la Journée internationale du bonheur, qui avait pour but aussi de mobiliser, on va dire, l'attention de toutes les organisations. Alors, par rapport à la psychiatrie, à la pathologie mentale, effectivement, mais plus largement, puisque comme on le sait, le bonheur et le bien-être ne sont pas simplement l'absence de pathologie physique ou psychique, mais on comprend une définition plus large. En tout cas, bravo pour le choix de cette date. Et sans plus tarder, j'ai le plaisir donc d'avoir notre première oratrice, le docteur Alliot, qui est chef de service donc, du secteur 13 au GHU Paris, qui va nous parler du délire. On va parler de phénotype, de symptômes, et à quel point c'est important, le délire et ses limites. Donc, je vous passe la parole. Alors, pour introduire le sujet, je dois dire que quand on m'a proposé ce sujet, j'avoue avoir été totalement déconcertée. D'une part, parce qu'il me paraissait totalement impossible d'aborder un sujet si vaste en si peu de temps. Et d'autre part, car je ne percevais pas ce que pouvaient représenter les limites dans la problématique délirante. Puis j'ai découvert cette phrase de Benjamin Ball, qui, avec Ritty, en 1882, mettait que la question des délires constitue un des chapitres les plus difficiles et les plus compliqués de la pathologie générale. Donner une bonne définition du délire n'est pas chose aisée, et bien des auteurs s'y sont essayés, mais aucun ne peut avoir la prétention d'avoir réussi. Partant de cette constatation, et forte de ce constat, je n'aurai donc aucune prétention à le faire. Autre chose, les limites que j'entreaperçois sont obligatoirement les miennes et subjectives, et donc possiblement, dans celle que je vais vous proposer, source de controverse. Quand je commence à m'interroger sur un dossier ou sur un sujet, j'aime bien retourner à l'étymologie des mots. Et dans le cadre du délire, ce mot vient du mot latin delirare et delirium. Toutefois,
délirium a été évincé puisque le délirium ne correspond pas aujourd'hui dans notre renvoi à l'onirisme et ne correspond pas aux facteurs que nous voulons aborder. Et qu'est-ce que signifie délirare? C'est sortir du sillon. Ceci est un terme agricole qui renvoie à la terre, à ses contraintes, au labour, qui est un travail efficace et socialisé. Et donc, à l'Antiquité, s'en écarter voulait dire c'est délirer, c'est être fou. Selon Lanteri Laura, en 1896, dans son encyclopédie médico-chirurgicale, le mot délire apparaît en tant que tel dans la langue française en 1537. À ce moment-là, cela veut dire être en dehors de la norme, d'une réalité, d'un rang, d'une ligne droite tracée par une charrue qui dévie. Le terme évolue en fonction des époques, des cultures, ce qui fait qu'il est difficile d'en retenir une définition nette et précise. Quant aux limites, on revient à l'agricole. Ça vient aussi du latin, limis, limitis, qui sépare deux champs, deux domaines, deux territoires contigus. Mais nous restons, mais par extension, c'est un point qui ne peut et ne doit pas dépasser le domaine, l'influence, l'action de quelque chose. Dans ce cas présent, reconnaissez qu'il me paraît difficile de trouver des limites à un concept qui n'en a pas. Toutefois, nous allons essayer. La première limite que je pourrais situer pourrait être la pluralité, en fin de compte, de la définition et des termes qui cherchent à définir le délire, et la pluralité des disciplines qui s'intéressent à celui-ci, et qui l'étudient en raison de facteurs soit culturels, idéologiques, philosophiques, politiques, religieux ou sociologiques. Le délire représente une richesse d'expression qui renvoie à des analyses différenciées à travers des prismes différents. La limite entre le normal et le pathologique sont parfois floues et possiblement source d'erreurs. Pour exemple, si nous abordons le délire d'un point de vue philosophique, là vous m'excuserez mais je suis particulièrement succincte, le délire interroge des concepts comme la logique, la raison, la vérité, la réalité. Délire et raison s'opposent-ils? Le délire n'a-t-il pas sa place dans chacune de nos existences? Certains philosophes, d'ailleurs, tels que Renaud Bodheim en 2003, dans un livre qui s'appelle « Logique du délire », défendent l'idée que le délire est logique, délire et raison ne s'opposent pas, ils se complètent. L'auteur écrit et considère que la raison, qu'il qualifie d'ailleurs d'hospitalière, doit être capable de considérer et d'accueillir des expériences qui vont au-delà des limites de la norme ou de ce qui est généralement reçu à l'intérieur d'une communauté, et de comprendre qu'elles nous enrichissent, nous font vivre d'autres expériences parallèles, d'autres vies parallèles, et nous permettent d'espérer d'autres possibilités qui vont de la création à l'idéalisation. Si nous voyons le prisme religieux pour définir le délire, et ça, je ne serai pas sans vous apprendre que nous sommes bien souvent confrontés à cette difficulté, le délire interroge également le religieux, le spirituel et la théologie. Limite entre délire et croyance, limite entre délire et foi, limite entre croyance partagée et délire partagé, limite entre un prophète et un homme délirant. Tout à chacun de nous, sans vouloir être particulièrement mauvaise peut-être dans ma pratique, s'est posé cette question
face à certains délires mystiques. À noter toutefois qu'elle, dans l'Antiquité, et ainsi qu'au Moyen-Âge, je ne reviendrai pas si loin après, le délire était un message divin à l'Antiquité, alors qu'il devient un message du malin au Moyen-Âge. Si nous voyons le délire vu du prisme politique, faire passer un dissident pour délirant est un moyen de le faire taire. Ces mécanismes d'État, bien connus dans certains pays, ont été source commune. Le délirant, c'est c'est le fou que l'autre désigne comme tel, pour l'exclure de la communauté et le priver de ses droits. Ça, c'est vu de l'État. Mais aussi, on peut voir le délire vu du peuple. Les passions qui se déchaînent vis-à-vis de la politique et de la société peuvent parfois frôler le délire. Ainsi qu'Absambélis, en 2020, note qu'il existe des idées qu'on pourrait qualifier de totalement délirantes, particulièrement à notre époque, favorisant la propagation fulgurante de rumeurs de toutes sortes, de fake news, de théories complotistes invraisemblables. Nous pouvons aussi voir le délire d'un point de vue culturel. Le développement d'ethnopsychiatrie nous amène à cette réflexion, surtout face à la lecture souvent complexe de l'expression de croyances venant d'ailleurs. Là aussi, nous sommes confrontés chaque jour à des patients venant du monde entier qui expriment des idées délirantes reconnues comme normales dans leur pays. Tous ces débats viennent bousculer la discussion nosographique autour du délire pour déterminer de ce qui est ou pas délirant. Si nous nous basons sur le plan de la psychiatrie aujourd'hui, donc après des siècles où le délire et l'homme délirant est reconnu comme l'incarnation soit du divin, soit du mal, c'est le siècle des Lumières qui voit émerger une discipline où le fait pathologique émerge. Alors, je vais beaucoup simplifier. Vous imaginez bien, je ne vais pas vous faire 2 siècles d'histoire de la psychiatrie. Toutefois, les premières définitions du délire, la première définition reconnue du délire en tant que pathologique est une définition élaborée par Kullem en 1785. C'est Pinel qui se fait, le traducteur de la pensée. Pour Kullem, le délire, c'est une erreur de jugement d'une personne éveillée. C'est une rupture avec les idées antérieures. Et c'est un fait non partagé par le reste de la communauté. Cette définition du délire est enrichie par Esquirol en 1814, où là, le délire est une rupture dans l'harmonie des sens, des fonctions cognitives et psychiques, et ce, indépendamment de la volonté. Il est donc une anomalie de la perception de stimuli externes qui impacte de fait toute une chaîne de lecture de l'information. Ensuite, nous avons Falleret, en 1864, qui complète ces 2 définitions en ajoutant une absence de conscience du trouble. C'est l'élément essentiel que nous amène Falleret. Le délirant est incapable de modifier par le raisonnement, les sensations illusoires et ses fantastiques perceptions. Je trouve ça très joli. Jasper, en 1913, sera le dernier, au cours du 19e, début du 20e, à apporter des éléments à la notion de délire. À l'erreur de jugement de Kullem, que je vous ai citée,
à l'anomalie du traitement de l'information par Esquirol, au défaut de conscience et des égarements de Falleret, il adjoint la conviction absolue et irraisonnable à une croyance absolue. Cette définition du délire, faite par Jasper, est en fin de compte celle qui va en fin de compte demeurer quasiment tout au long du XXe et qui ne va s'enrichir en fin de compte quasiment qu'un siècle plus tard. Et la nouvelle définition que nous avons du délire aujourd'hui émane du Collège des enseignants de psychiatrie. Elle a été élaborée en 2021, donc elle est toute récente. Nous ne parlons plus de délire, on parle d'une idée délirante qui correspond à une altération du contenu de la pensée, entraînant une perte du contact avec la réalité. Les idées délirantes sont l'objet d'une conviction généralement inébranlable, inaccessible au raisonnement ou à la contestation des faits. Il s'agit d'une évidence interne qui peut paraître plausible, mais qui n'est généralement pas partagée par le groupe socio-culturel du sujet. Dans cette définition, nous notons quelques différences avec les définitions précédentes. On parle d'idées délirantes, non plus de délire. Ce qui amène à réviser toutefois le processus comme étant soit sensoriel, revoir le processus comme étant un processus cognitif plutôt que sensoriel. La notion de réalité aussi intervient dans cette définition et a son importance, car cela implique que l'être délirant serait en dehors de la réalité ou dans des réalités différentes. Chose étonnante. On retrouve aussi la conviction absolue de Jasper, mais le contenu peut être plausible. Sans une confrontation du délire, de la pensée du sujet à l'environnement, nous ne pouvons la considérer comme délirante. Et enfin, le défaut de conscience du délire de Falleret persiste. Mais il doit être confronté toujours à l'autre, et c'est son inaccessibilité qui en ferait l'essence. De fait, toutes ces définitions objectivent la complexité du terme délire. En effet, et enfin de mieux cerner ce qu'est le délire, il a fallu définir d'autres critères, dans le but de soigner uniquement les gens souffrants. Malgré tout, si nous reprenons le temps, quand même, il y a ce que nous savons au terme de cela. C'est que la conviction délirante est le chef et la clé de voûte de l'édifice délirant, ce qui a permis à une époque d'ailleurs de définir et de différencier le délire des processus obsessionnels compulsifs. L'atteinte cognitive ou sensorielle, là encore, il y a énormément de discussions. Est-ce un processus sensoriel? Est-ce un processus cognitif? Je dois dire que ce sujet n'est toujours pas tranché. Ce que nous savons toutefois, c'est que le délire, et là je passe quasiment au XXe, on est sur une dysmodulation des systèmes dopaminergiques pour tous les délires existants. La croyance inébranlable à la parole de l'autre, l'absence de partage des idées délirantes par un groupe d'individus permet d'exclure des facteurs culturels, sociaux et religieux. Cela a aussi permis de différencier le processus délirant de la mythomanie. Je ne vous ferai pas l'affront de vous donner la définition. Toutefois, j'ai regardé un reportage il y a peu de temps sur l'affaire d'Outreau. Et nous pouvons tout à fait nous poser la question de la dimension mythomane de la personne ayant entraîné tout le processus de cette histoire.
Enfin, le délire, c'est la passion, mais c'est aussi la souffrance. Et enfin, ce problème de la réalité ne peut exister que s'il a un lien avec l'imaginaire. Et de ce fait, cette distinction, dans le délire, réalité et imaginaire se confrontent, mais en tous les cas ne sont pas adverses, à mon sens. Alors, évolution du concept et place du délire dans la nosographie psychiatrique. Il convient de savoir que le 19e et au début du 20e, je suis trop longue, c'est ça, c'est Pinel qui a déterminé que... Je parle trop lentement, excusez-moi. C'est Pinel qui a fait de l'aliénation mentale, que l'on peut considérer comme le délire aujourd'hui, les premières classifications des maladies mentales. Cette classification des délires est au cœur des premières classifications et c'est le symptôme primordial de la folie qui permet une distinction de différentes maladies. Le délire est le centre de cette différenciation. Et tout au long du 19e, nous ne sommes pas sans ignorer ni les uns ni les autres que toute la psychiatrie a cherché à classifier, formaliser, à essayer, en fin de compte, de trouver un sens au processus délirant. De fait, on en arrive à une classification des maladies mentales au début du XXe. Alors on parle de la démence précoce, on parle des délires chroniques schizophréniques, et à partir de 1950, émergent les classifications internationales. Le DSM et le CIM. L'émergence de ces deux classifications internationales des troubles psychiatriques avait essentiellement pour objectif d'uniformiser le langage des auteurs et des psychiatres autour, comment je dire, du trouble psychiatrique. Les deux manuels visent à faciliter la communication entre les cliniciens, mais parallèlement devient athéorique, catégoriel, très descriptif et syndromique. Pour exemple, la maladie mentale est remplacée par les troubles mentaux. Remplacement des catégories diagnostiques par des syndromes. Et suppression de tout terme évoquant une pathologie ou une pathologie non démontrée. L'évolution avec le DSM-5 et l'ICM-11 est en fin de compte que nous ne sommes plus dans le catégoriel. Nous passons à du dimensionnel. Et c'est le processus de l'intensité du symptôme qui va permettre aux troubles délirants ou aux troubles psychotiques d'apparaître. Et là, on devient de plus en plus, si on prend rien que le DSM-5, on n'a plus que 4 délires. Le délire atténué au long cours, le délire quasi pur, le délire faisant partie d'un ensemble de manifestations psychotiques qui va de la BDA à la schizophrénie, et enfin les délires paranoïaques, mais qu'on appelle quasi purs. Oui, je vais conclure, mais je n'ai pas fini. J'avais beaucoup de choses encore à vous raconter. Tout cela pour dire, et je vais essayer d'aller très vite, que ces classifications, ce sont... Vous m'avez perturbé, ça y est, je suis perdue. Bon, je n'avais pas parlé de la nosographie, mais je passe. Hein. Pour ceux que ça intéressera, je dirai plus tard. Le délire aujourd'hui, en psychiatrie. Donc, le délire garde une place centrale au sein des délires paranoïaques,
si nous ne pouvons le dire. Mais son importance et ses limites sont contestées au sein des autres pathologies psychotiques. Délire ou édits délirante se retrouvent dans de multiples troubles et maladies d'origine psychique, mais aussi toxiques, organiques. Et donc aujourd'hui, l'entité délire ne peut plus se centrer que sur la psychiatrie. Elle existe, c'est un syndrome qui existe dans plein d'autres maladies. Donc les maladies organiques, hein, vous en avez plein. Je vois que nous avons un neurologue. Les tumeurs cérébrales, l'épilepsie, le neuropalu, enfin bon, voilà. Les causes toxiques, vous n'êtes pas sans les ignorer. Les troubles de l'humeur associés aussi, puisqu'ils s'associent aussi aux troubles de l'humeur, aux troubles de la personnalité. Et aussi, on parle aussi de délire et anxiété. Il y a toute une théorisation aujourd'hui sur le fait que la paranoïa pourrait être une expression de troubles anxieux non gérés par le patient. Après, ce qui définit le délire, c'est ses spécificités. On les connaît tous. Le délire est systématisé, enfin vous n'êtes pas sans le savoir. Ou non systématisé, il a un thème, des mécanismes. C'est là-dessus qu'on se rejoint aujourd'hui. Est-ce qu'on adhère ou pas aux idées délirantes? Est-ce qu'il est en secteur ou pas? Et autres. Ensuite, il y a son recensissement, qui est une chose importante, car souvent les patients délirants ne viennent pas nous voir en nous disant « je suis délirant ». Ils viennent nous voir simplement parce qu'ils ont des troubles du comportement s'associant à cela, soit qui vont de l'évitement aux réactions agressives. Et puis, il y a des tas de questions autour du questionnement sur les vertus du délire. Oui, j'arrive. Oui, je fais. Vous voyez, j'avais mis 10 minutes. En conclusion, je saute, puisqu'on me fait sauter. Depuis la naissance de la psychiatrie, le concept de délire est omniprésent. Ces catégorisations progressives se font en parallèle de la découverte de nombreux troubles psychiatriques. Partant de l'aliénation mentale, il va trouver sa place essentiellement dans la pathologie psychotique, mais dans d'autres, comme je vous l'ai dit. Dans la psychose, le délire a une place centrale dans les délires paranoïaques qui restent présents, alors que dans la schizophrénie, au sens large, il est un symptôme et un syndrome. Il existe des entre-deux, mais pour lesquels la nosographie les a fait disparaître. On ne parle plus de PHC, on ne parle plus de paraphrénie. Face à cela, et voyant comment le concept a évolué et évolue encore, il me paraît aujourd'hui encore plus difficile de vous en définir des limites. Merci.